merci à vous de cet accueil. Bon, moi j'adore la Belgique, je l'ai sillonnée en mobilette toute mon adolescence, essayant même de me sanctifier à Maretsu. Non, j'ai une affectueuse nostalgie, je veux dire, pour la Belgique. Voilà. Mon seul regret, c'est qu'il n'y ait pas eu une finale France-Belgique. Hein. Enfin bon, on verra dans 4 ans. Bon, évidemment, je viens de la France, je ne suis pas belge, et comparaison n'est pas raison, mais échanger peut changer. Et ça fait écho avec ce que tu viens de dire. Donc je peux essayer de vous faire part de mes réflexions autour de cette précarité oubliée à partir de mon expérience rurale, donc Bois de Boulogne et Bois de Vincennes, mais aussi ce que je peux percevoir des collègues, puisque je suis en lien avec un peu plus de 150 équipes mobiles psychiatrie précarité basées sur chaque département en France. Et je leur ai posé la question comme ça, que pensez-vous de la ruralité, voilà. Et j'ai recueilli certaines réflexions et je vais essayer de vous en faire part. Donc voilà, des précaires enfermés dehors ou dedans, en milieu urbain ou en milieu rural, et donc de voir des points de convergence, mais aussi des points de divergence. Alors, de quelle lorgnette je parle? Effectivement, je suis chef de pôle au sein d'un groupement hospitalier de territoire et qui plus est universitaire. Dans ce pôle, il y a 4 équipes mobiles psychiatrie précarité, un peu comme le SMES à Bruxelles. Et d'ailleurs, l'équipe que je dirige sur Sainte-Anne s'appelle le SMES aussi. Et vous voyez, il y a des liens entre nous. Une passe en milieu psy, c'est un dispositif qui permet à tous ceux qui n'ont pas de droit ouvert d'accéder à des droits tout de suite et surtout d'accéder à des soins de médecine générale. On porte également le dispositif Un chez soi d'abord, avec 150 places. On avait fait l'expérimentation au début des années 2010. On a mis en place une consultation de migrants, débordés que nous étions au sein de l'équipe mobile. Et on a mis aussi en place une unité d'atelier chantier thérapeutique qui consiste à retaper des logements qui ont été délabrés par des patients. Cette restauration se fait par des patients qui n'ont pas de logement. Et c'est assez intéressant parce qu'on s'est rendu compte que ça a augmenté l'habitabilité, entre guillemets, des personnes qui faisaient les travaux et on les rémunère sur le SMIC horaire par l'association du service. Et puis enfin, j'ai 2 universitaires, 2 professeurs des universités dans le pôle qui m'aident notamment dans les travaux de recherche. Donc vous voyez, 150 équipes mobiles sur tout le territoire de France et 23 sur l'Île-de-France. Alors, il y a une clinique commune entre l'urbain et le rural, et la première des choses qui vient à l'esprit, c'est qu'ils ne sont jamais heureux. Et toutes les personnes qu'on rencontre, qu'on soit à la campagne ou qu'on soit en ville, eh bien, le clochard heureux n'existe pas, ou en tous les cas n'existe plus. Deuxième raison pour laquelle il faut se tourner vers eux, c'est qu'il y a un problème d'espérance de vie. Nous, dans notre jargon médical, on appelle ça la durée moyenne de séjour. La durée moyenne de séjour en France, je ne sais pas combien elle est en Belgique, mais en France, elle est à peu près de 80 ans, avec les hommes un peu moins, les femmes un peu plus, mais l'écart se resserre parce que nous, on s'est arrêté de fumer et de boire, et puis vous, mesdames, vous y êtes mises. Alors donc, on se rattrape. L'âge moyen des morts de la rue, vous avez une idée en France? 54 en Belgique. Nous, on vous bat 48. Donc, et c'est pas une finale. Ça veut dire quand même qu'on a une différentielle de 32 ans d'espérance de vie quand on vit à la rue. C'est-à-dire l'espérance de vie du Libéria, quoi, quelque chose comme ça. Donc c'est une population qui est en situation prémortelle et qui refuse ou qui est refusée, voire les deux parfois.
Donc, quand on va les rencontrer, on a toute une série de signes cliniques, psychiatriques, on va dire, puisque je donne une version un peu plus médicalisée de cette approche, avec tout d'abord des troubles réactionnels, des ruptures, des pertes, comme on peut l'imaginer. Jean l'a évoqué on peut tout à fait imaginer, je pense aux épidémies, la grippe aviaire, etc., et que de voir tout son cheptel ou tous ces animaux abattus en série, on a presque envie de les suivre. Et donc il y a des réactions comme ça qui sont des désillusions, des pertes d'idéaux sociaux, des pertes d'espoir. Et tout ça fait déjà le lit du refus, du repli, du retrait, avec parfois des périodes de détachement même du reste de la société. Alors en ville, on survit plus ou moins, on peut se replier, puis d'autres prennent d'autres positions, entre guillemets, de résilience, qui sont des situations de combat. Il faut aller se battre. Voilà. Premier trouble réactionnel qui intervient très vite. Et puis, soit on s'en sort, soit on s'en sort pas. Et quand on s'en sort pas, au bout d'un moment, on finit par accepter l'assistance. Parce que le corps se fissure, parce qu'on a des maladies chroniques, parce qu'on n'est plus suivi, parce qu'on n'est plus traité. Et puis apparaît l'anxiété, la dépression, des psychosomatisations. On a beaucoup d'asthme, par exemple, beaucoup de maladies cutanées, beaucoup de maladies intestinales. Et également des états post-traumatiques, notamment, alors peut-être une des différences avec le milieu rural, c'est qu'en urbanité, on se fait quand même beaucoup plus agresser. Et donc ces personnes, nous on les rencontre soit dans les centres d'hébergement, mais à la campagne on les rencontre par le biais des acteurs qui viennent nourrir les gens en précarité. Je voyais le bus là tout à l'heure ou le camion. C'est un peu ce qui se passe aussi avec des démarches de bénévoles ou de salariés qui vont distribuer la soupe même dans des endroits reculés. Et puis soit on arrive à les aider, soit on n'y arrive pas. Et quand on n'y arrive pas, on se retrouve avec la grande précarité, une polytoxicomanie, plutôt en ville, mais ça existe aussi à la campagne, bien sûr. Et il n'y a pas encore de champ de cannabis, mais enfin, quand même, ça pousse. Surtout avec la montée en chaleur, je pense que le cannabis va suivre. Il y a des stratégies de survie qui sont peut-être plus faciles à mettre en œuvre à la campagne qu'à la ville, encore que. Et puis c'est le passage à l'acte suicidaire quand on n'arrive plus à être ensemble et quand on est un petit peu abandonné, avec là encore des modalités de suicide, le puits, la pendaison et les produits toxiques. Et puis, soit on est aidé, soit on n'est pas aidé, soit on s'en sort de sa tentative de suicide et puis ça va mieux, soit les choses s'aggravent, s'enquistent, s'installent. Et là, on se retrouve avec des gens qu'on voit dans les rues, dans le métro, si vous venez à Paris de temps en temps, qui errent comme ça, alors qu'à la campagne, c'est plutôt l'isolement, l'abattement, l'anesthésie sociale, j'allais dire presque l'agnosie, au sens où on ne reconnaît pas le social autour de soi et on est complètement isolé. Alors, face à ces troubles réactionnels, il y a aussi sa personnalité propre. Je pense qu'on trouve moins de psychopathes, moins de Dalton à la campagne qu'à la ville. Et ça, c'est peut-être aussi une petite différence. Par contre, on trouve bien sûr des psychotiques qui sont installés dans leur ferme, soit des schizophrénies vieillissantes, soit des personnes qui n'avaient jamais été repérées, voire même des paranoïaques qui s'installent. Voilà, et que à l'abri du voisinage, il n'y a plus de troubles du voisinage. Et quand on n'a pas de voisins, on n'est plus écouté à travers les murs et on sent plus les mauvaises odeurs qu'envoient les voisins ou les ondes téléportées qui viennent vous déranger pendant la nuit. Alors ça peut être un peu structuré comme en bas ou un peu moins structuré.
Donc vous voyez, c'est quand même du rural au bois de Vincennes ou au bois de Boulogne. Mais bon, pas de grande différence avec ce que vivent les gens en ville. Vous voyez, on peut être presque mieux en milieu rural qu'en milieu urbain, surtout quand on vit sous le périph'. Je rappelle, 500 personnes qui vivent sous le périph' autour de Paris, dont des enfants scolarisés. Et puis, bon, si on rajoute les Diogènes, les hikikomori et les autres syndromes d'auto-exclusion, bon, ben, on se retrouve avec des personnes en très très grande difficulté. Et je pense que la différence entre le dedans, le dehors, l'urbain et l'ural, elle n'est pas si grande que ça. Et puis l'arrivée des migrants, là où on a essentiellement des états post-traumatiques qu'il faut arriver à traiter. Là-dessus, comme si tout ne suffisait pas, eh ben, bien sûr, il y a les toxiques, et tout seigneur, tout honneur, en France, c'est plutôt l'alcool. Voilà. Donc, on est soumis à ce que provoque l'alcool, et qui vient parfois un petit peu balayer tout ça. Alors il y a quand même des différences. Sur le plan situationnel, d'abord, je vous rappelle que l'habitat est un déterminant de santé, et que sans habitat, on ne peut pas aller bien, même si on fait du woofing ou des choses comme ça. Sur le plan urbain, les précaires sont plutôt dehors majoritairement, alors qu'en milieu rural, ils sont plutôt habitants. On l'a dit tout à l'heure. Ils ont un chez-soi qui leur permet une survie, ne serait-ce que par le petit jardin qu'ils peuvent avoir, les plantations, etc. Et puis, ils ont des animaux, qu'ils soient de compagnie ou d'élevage, et ils cumulent quand même des mauvaises conditions de vie, même si ils ne sont pas dehors. Donc ça, c'est la première différence déjà situationnelle. Et puis, il y a les différences au niveau des acteurs de première ligne, que vous êtes certainement nombreux ici dans cette salle. En milieu urbain, effectivement, il y a beaucoup d'acteurs de première ligne, de repérage qui sont plutôt précoces en ville, parce que bien, il y a la proximité, il y a des réseaux de solidarité, bien sûr, mais ces réseaux trop nombreux, excusez-moi, entraînent des conflits de compétences, voire des coordinations difficiles. Voilà, ça c'est les maraudes dans Paris, 19 équipes qui tournent. Comprenez bien que ça peut poser un peu, au bout d'un moment, un peu de problème. Quand vous couchez à 9h sur une bouche de métro et que vous avez l'armée du salut qui passe avec la grosse caisse, le tromblon pour la berceuse, bon, voilà, vous endormez tranquillement. À 10h, enfin à 22h, vous avez Emmaüs qui passe pour vous changer le carton parce qu'il est un peu humide. À 23h, le Secours 4 qui vient pour vous donner une couverture de survie. À minuit, le SAMU social qui vient pour une soupe à l'oignon. Bon, celui qui passe à 2h du matin, il se prend un pain dans la figure. Et on se rend compte qu'on est là dans une forme de harcèlement d'assistance. Et qu'il faut faire très très attention que de dire on n'a pas les moyens, etc. Non, on ne peut pas dire ça dans nos pays. Et on a les moyens. Le problème, c'est qu'on a du mal à se coordonner, à s'articuler entre nous, à trouver justement la bonne distance. Donc il faut faire attention. Un des pièges en précarité, c'est le harcèlement d'assistance ou le harcèlement humanitaire. À tel point que certaines personnes, dans un refus éclairé, ont pu écrire sur leur carton, ici, pas de demande. Alors, si on continue sur la ruralité, pour les acteurs de première ligne, ils sont quand même moins nombreux, globalement, que le repérage, il se fait forcément de façon un peu plus tardive, parce que, par exemple, dans des familles incestueuses, on imagine bien qu'à Paris ou dans une ville, une fille qui crie comme ça dans son appartement « Papa, ne fais pas ça », dans le quart d'heure qui suit, nous, en tous les cas à Paris, il y a les flics qui débarquent. Quand c'est une gamine qui se fait violer régulièrement au fin fond de la grange, voilà, c'est un peu plus compliqué.
Donc le repérage il est quand même tardif. Les réseaux sont peut-être un peu plus élargis, que ce soit en distance ou en personne en milieu rural. Il y a moins de conflits de compétences forcément. Et la coordination pourrait être plus facile, mais elle est distanciée. Et donc là, peut-être quelque chose autour du numérique et de l'importance du numérique pour les acteurs de première ligne en milieu rural. L'accès aux soins maintenant, en milieu urbain, vous voyez de nombreuses possibilités entre le 15, le 17, le SAMU, les pompiers, les équipes mobiles, psychiatrie, précarité. La proximité est un facteur d'accélération de l'accès aux soins. Et puis la diversité aussi des acteurs, des aides médico-psychologiques, des médiateurs santé-pairs, des services civiques maintenant, etc. Donc multiplication des actions et puis la télémédecine. Pendant le Covid, eh bien, on avait des tablettes que l'on distribuait dans certaines structures et ce qui nous permettait d'avoir des entretiens par les tablettes numériques sans se déplacer. Cela dit, en ville, eh bien, il y avait des centres d'accueil de Covid plus pour les SDF. Et ce n'était pas évident, hein, le transfert relationnel dans les tenues de combat que nous avions. Mais enfin, bon, on s'en est quand même sorti. Ce qui est intéressant sur cet aspect-là, c'est que toutes les personnes qui ont été accueillies dans les centres Covid+, et qui étaient SDF, et qui étaient refusantes d'hébergement, de soins, etc., je ne sais pas si c'est l'angoisse de mort et la difficulté à respirer, mais ils se sont réappropriés le corps et ils ont tous accepté de sortir en hébergement. Donc moi, ma proposition au niveau du ministère a été de là, faut leur balancer le Covid. Bon, ils m'ont dit, il y a des problèmes éthiques, on verra plus tard. L'accès aux soins en milieu rural, voilà, on en a parlé, l'éloignement, l'isolement, les déplacements qui peuvent être limités. On imagine en zone de montagne, par exemple, la grande difficulté dans les Alpes pour faire une visite à domicile. Voilà, l'accès limité aux soins, hein, les déserts médicaux. L'aller vers, qui peut être peu efficient. Hein, il est efficace, mais l'efficience, c'est l'efficacité sur le coût. Et quand vous devez vous déplacer 2 heures de route pour aller voir quelqu'un, eh bien, c'est peut-être efficace pour la personne, mais ça a un coût. Et vous ne pouvez pas multiplier tout ça. Il y a aussi la question de l'accès à l'intérieur du logement, c'est pas du tout évident. Moi, je l'ai vécu beaucoup en Polynésie française, où on vous accueille d'abord sur le pas de la porte, on discute, premier entretien dehors, voire 2, 3 entretiens dehors, avant de pouvoir pénétrer à l'intérieur. Ça, c'est une différence quand même avec le milieu urbain. Et puis la pérédance, elle peut être assez difficile à mettre en place parce que justement les contacts ne sont pas aussi fréquents qu'on le voudrait. Voilà. La question du numérique en milieu rural, eh bien, on s'est rendu compte que ça a aggravé les choses parce que du fait même du numérique, il y avait encore moins de déplacements de ces personnes, voire même des acteurs de première ligne. Mais vous avez vos équipes mobiles 2A en Belgique et donc peut-être que ça fonctionne bien grâce à ces équipes-là. Sur le maintien dans les soins, maintenant, une grosse différence en urbain, c'est-à-dire qu'il y a une prise en charge qui est hyper développée, des groupes, des ateliers thérapeutiques, toutes les psychothérapies institutionnelles qu'on peut mettre en place. Cela dit, il y a quand même un peu plus de stigmatisation. Il y a un droit à l'accès au logement, mais on n'a pas de logement. Et le seul moyen de se maintenir dans les soins, c'est de retourner régulièrement aux urgences. Hein, c'est l'urgentisation du soin pour pouvoir rester justement dans le soin. Bon, les addictions, on en a parlé, et puis c'est plus facile pour les acteurs de première ligne de retourner voir les gens en visite sur site, et c'est ce qu'on a appelé les ACT, les Assertive Community Treatment, ou les FACT, la même chose mais en plus flexible, ou les RACT, hein, qui sont des Assertive Community Treatment en groupe et en ressources de groupe choisies par les personnes concernées. En milieu rural, est-ce que le logement est facilitateur?
Parfois oui, parfois non. La prise en charge est plutôt individuelle. Le réseau de voisinage, il peut exister, on en a parlé. Le réseau territorial est plus difficile à mettre en place parce que justement il est beaucoup plus étendu, alors que sur un arrondissement ou sur un canton, c'est plus facile à mettre en place. Les solutions mobiles, donc voilà, des bus thérapeutiques, des centres médico-psychologiques qui se déplacent ou autres. Et puis, voilà, les équipes mobiles 2B qui pratiquent l'ACT. Alors, comment faire? Il me reste encore quelques minutes. Oui. Ce qu'on apprend en médecine, nous, en tous les cas, c'est premièrement ne pas nuire. Voilà. Donc, quand vous proposez à quelqu'un de quitter son banc de mendicité devant l'église de Saint-Germain-des-Prés pour obtenir son allocation adulte handicapé, on peut nuire parce qu'effectivement, le docteur, moi, j'en ai rien à battre de votre allocation. Moi, c'est 150 € par jour. Et puis, à l'approche des fêtes, là, c'est 200, 300 € par jour. C'est combien votre allocation? Voilà. Donc, c'est un peu ce que disait l'abbé Pierre. À chaque fois que vous proposez quelque chose, demandez-vous ce que vous retirez aux personnes. Donc, il faut aller les voir, il faut les rencontrer. C'est l'aller vers. Est-ce qu'il leur faut du soin? Est-ce qu'il leur faut du lien? Probablement les deux. Et donc, à quelle vitesse doit-on intervenir? À quelle vitesse doit-on ne pas intervenir? Et donc, on est confronté toujours entre ces deux barrières, soit attendre, et attendre avec l'argument éthique, c'est leur choix. Ce monsieur dans le métro qui rampe comme ça, à moitié nu, c'est son choix. Bon, on peut l'entendre, mais le risque, il est mortel par simplement respect de l'autonomie. Ce monsieur, il est autonome, donc on le laisse tranquille, c'est son choix. Celui-là aussi, avec ses plaies, ses chaussettes qui rentraient dans la peau, et il allait en pharmacie pour acheter des litres de bétadine, et il arrosait ses chaussures avec de la bétadine. Bon, attendre, voilà, oui, peut-être, c'est des positions éthiques discutables, notamment la mort par respect d'une supposée non-demande. Il ne demande rien. Le bébé à naître qui a une méningite, il ne demande rien, on lui fout la paix. Le vieux qui veut se suicider, il ne demande rien, on lui fout la paix. L'adolescent reclus chez lui, il ne demande rien et il est en train de mourir à petit feu. Donc il faut faire très très attention à ne pas confondre la demande avec les besoins. Et donc, nous, notre position, c'est d'aller, entre guillemets, traquer la demande implicite. Et de voir qu'est-ce que nous disent les personnes sans nous parler. Par exemple, celle-ci, elle est installée devant l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Plus bel hôpital de Paris, tout neuf. Donc plus bel hôpital de France, donc plus bel hôpital du monde, voilà. C'est normal. Il ne demande rien. Je suis allé voir les urgentistes, je leur ai dit, écoutez, ce monsieur, il n'est pas bien. Il ne demande rien. S'installer à 20 mètres de l'entrée d'un hôpital, si ça n'est rien demandé, il va falloir me le démontrer. Cette dame-là, qui était, entre guillemets, diogénisée chez elle, voilà, elle dit quelque chose. Et elle ne voulait pas parler. Et puis, j'ai attrapé la bombe qui était sur le frigo. Puis je dis, écoutez, vous-même, vous dites stop, alors on va parler là-dessus. C'est quoi vos mauvaises odeurs? Comment les arrêter? Comment ne plus les cacher? Etc. La demande implicite. Ce monsieur qui se baladait, 83 ans, il se baladait dans Sainte-Anne avec un chariot d'Orly, et puis toute sa vie, voilà. Qu'est-ce que vous voyez là? Un drapeau blanc, bravo. C'était un ancien combattant. La seule manière dont il pouvait déjà se balader dans Sainte-Anne, si ce n'est pas une demande, bon. Mais en plus, avec un drapeau blanc, il voulait que ça s'arrête, quoi. Bon. Donc, les gens qui ne demandent rien demandent toujours quelque chose. Sauf que nous, on ne l'entend pas toujours. Et on ne le voit pas. Donc, attendre, au prétexte de la non-demande, c'est vraiment un leurre. Interventionnisme, à ce moment-là, oui, mais on peut aussi entraîner la mort quand on intervient trop vite, trop fort,
sans être préparé par un traitement abusif. Je vous donne une technique très simple pour augmenter votre fil actif de vos structures. Vous carchérisez les appartements diogénisés. Donc vous les dédiogénisez rapidement. 1 sur 2 des syndromes de Diogène, mal nommés, mais enfin on voit de quoi on parle. 1 sur 2 décèdent dans les 3 à 6 mois, par tout simplement stress cardiovasculaire. Donc voilà une technique. Alors ça aussi, ça pose des problématiques. Donc l'interventionnisme, oui, à tel point que le préfet nous a demandé d'intervenir. Mais docteur, vous dites, ils sont tous traumatisés dans l'enfance, ces gens-là, ils ont été maltraités, malmenés, etc. Donc, cellules d'urgence médico-psychologique, comme à Nice, comme au Bataclan, ou comme ailleurs, comme chez vous, hélas. Bon, voilà, avec des injonctions, nettoyer les bois. Donc, bois de Boulogne, bois de Vincennes, mais aussi, bon, docteur, quand même, les Jeux Olympiques, Paris, dans 2 ans, c'est pas très propre quand même, les trottoirs, c'est quand même votre travail. Il n'y a aucun problème, Madame la maire, écrivez-moi. Je n'ai pas encore reçu de courrier. Mais le jour où j'en reçois un, c'est Mediapart, Libé, enfin tout ce que vous voudrez. Bon, donc intervenir, attention à ce qu'on veut faire jouer à la psychiatrie. Donc restons d'abord médecins, d'abord cliniciens, et voyons ce que l'on peut faire. Et puis on nous demande aussi de nettoyer les campagnes. Là, c'était une photo en Wallonie d'une équipe qui s'occupe des personnes isolées. Voilà. Bon, et puis j'ai imposé à mon équipe d'avoir une tenue vestimentaire qui vraiment était imposante. Donc, voilà. Donc, vous voyez, attendre ou intervenir. Bon, la vérité, c'est toujours la troisième voie, c'est-à-dire plutôt au milieu et à penser les choses de façon correcte. Comment entrer en lien avec ces personnes? Eh bien, on voit bien que s'ils ne demandent pas, ou si on ne perçoit pas la demande, ou si on intervient trop vite, il y a de la casse. Et donc, il faut trouver d'autres itinéraires bis, c'est ce que je nomme comme ça, c'est-à-dire qu'importe la médiation, pourvu qu'elle crée du lien. Et qu'à partir de là, toutes les médiations sont possibles. Bon, c'est-à-dire, voilà, essayer de tracer leur route et de les aider comme on peut, avec trois axes. J'essaie d'accélérer tout ce qui tourne autour du corps, et d'où l'importance de travailler avec les médecins généralistes, la douleur, la plainte. Le corps est le meilleur médiateur pour, moi je dis, on attrape les SDF avec les dents. On a une passe odontologique, c'est-à-dire qu'on peut traiter gratuitement les gens qui ont des caries. Ils ont tous des caries, sauf qu'on oublie de leur demander d'ouvrir la bouche ou de voir s'ils n'ont pas un chicot, etc. Et qu'avant de traiter des hallucinations, on passe chez le dentiste. Voilà. Donc, travailler avec les médecins généralistes, les kinés, toutes les personnes qui vont toucher, ils ne se font pas toucher les exclus. Et on retrouve là, par des relaxations, par des techniques, des possibilités de réappropriation du corps. Deuxième aspect, c'est tout ce qui permet la création, le don, le contre-don, des ateliers thérapeutiques et autres. Ça se fait beaucoup dans les structures d'accueil, très très important. On a mis en place là depuis quelques mois une radio mobile dans Paris où on donne la parole à des migrants, à des SDF, et on s'est aperçu qu'on était podcasté en Chine, en Argentine, un peu partout. Ce qui est intéressant de penser aussi que la mondialisation, elle existe dans la très grande précarité et que des gens sont très très contents parce que première des choses que demande un migrant, par exemple, qui arrive à Paris dans une structure, c'est quoi? Non, c'est le code Wi-Fi. Première des choses qu'ils demandent, ils n'ont pas faim, ils n'ont pas ils veulent le code Wi-Fi pour tout de suite être en communication. Et la migration de maintenant, c'est pas la migration des années 70 ou 80, ça n'a plus rien à voir.
il y a quand même la permanence du lien. Encore une fois, on y revient. Donc leur donner la possibilité de créer, de dire aux autres ce qu'ils ressentent. Donc travailler avec les art-thérapeutes, les ergots, les psychomotes, les psychologues, etc. Et puis la médiation par le social, l'accès aux droits, carte nationale d'identité, les passeports, les certificats, l'assistance. On a mis en permanence des juristes qui viennent les aider dans nos murs d'équipes mobiles psy-précarité. Et puis toutes les attributions qu'on peut imaginer. Donc ça veut dire travailler avec la cité, c'est-à-dire avec les permanences d'accès aux droits, avec les groupes d'entraide mutuelle, les services d'aide à la vie sociale, etc., etc. Donc c'est une aide qui doit être construite, et c'est un trépied. Et si on enlève un des pieds, ben ça se casse la gueule. Donc il faut du soin, c'est évident. Il faut de l'activité, et pas de l'occupation, de l'activité, avec de la créativité derrière. Et enfin, bien sûr, l'accueil, l'hébergement, voire le logement. Bon, les soins, je passe rapidement. Tous les soins sont possibles pour les personnes, que ce soit en intra ou en extra-hospitalier, avec le droit des usagers aussi. Hein. Il y a un collègue qui me disait, mais je ne vais pas lui faire un dossier, c'est un SDF, il ne va jamais réclamer son dossier. Bon, vous voyez, je pense que nous-mêmes aussi, on peut être discriminants. Donc, développer les soins ambulatoires parce qu'ils ne supportent pas les murs, certainement. Donc un accueil bas seuil, c'est-à-dire quel que soit leur état, et ça suppose une haute qualité, voire une haute qualification pour les accueillir, être disponible, et puis travailler l'interopérabilité des réseaux, c'est-à-dire que les réseaux puissent se croiser, se parler. Quand on disait tout à l'heure, se parler permet de modifier notre position par rapport aux personnes, il faut que les réseaux se parlent aussi entre eux. Donc c'est une aide co-construite entre un côté le côté sanitaire, de l'autre côté le côté social, avec des structures qui sont en gradient progressif entre le sanitaire, le médico-social et le social, pour arriver enfin à des structures qui sont autonomes, mais il n'a jamais été écrit sur les tables de la loi que les gens devaient vivre seuls. Et certains préfèrent vivre à 2, 3, 4 ou 5 plutôt que d'être isolés dans un logement d'abord. Donc voilà, les choses peuvent varier en fonction de l'évolution de la maladie, en fonction des structures, et il ne faut pas rester figé sur un objectif, et qu'un appartement thérapeutique peut être tout à fait adapté à un moment, mais pas à un autre de la vie de la personne. Le droit au logement opposable, ça c'est quelque chose qui est très intéressant en France. Moi je suis contre. Je suis pour le droit au logement accompagné. Et qu'un logement et que 4 murs non accompagnés, ça ne sert à rien. Donc il faut travailler avec les élus, bien sûr, il faut travailler avec les soignants et avec les accompagnants. Donc il y a des dispositifs qu'on peut mettre en place qui réunissent toutes ces personnes. Notamment en France, on a mis en place les conseils locaux de santé mentale sur un territoire déterminé. Tous les acteurs de la santé mentale qui ont à voir avec la santé mentale se réunissent et on fait des projets et on construit et on anticipe les choses et on essaye de faire avancer. Donc en conclusion, un toit seul ne suffit pas, un accompagnement social seul ne suffit pas, et un suivi médical seul ne suffit pas. Alors bon, il y en a certains qui sont déjà tout petits, très, très persuadés et ont des certitudes extrêmes, c'est-à-dire qu'il faut tous les hospitaliser. D'autres qui ont des positions plus éthiques, c'est leur choix, on ne bouge pas, donc ça revient encore une fois à attendre ou intervenir. La vérité, elle est au milieu, un peu comme dans un lien qui ne sera pas un lien de sécurité, mais un lien en sécurité, en respectant aussi l'autonomie, mais on a vu jusqu'à quel point. Généralement, c'est la non-assistance à personne en danger. Et donc, c'est comme ce collier qui est posé sur une table, qui constitue nos réseaux d'intervenants. Bien, si on se tient
entre nous de façon solidaire et solide, eh bien le patient, qui va être représenté par ce doigt, va nous balader sur la table de la vie. S'il lève le doigt et qu'il s'en va, il s'en va. Mais en tous les cas, ce ne sera pas un maillon faible qui aura entraîné la fuite. Donc, notre objectif, c'est d'aider la personne à retrouver un état compétent, à retrouver sa capacité à faire un choix. Et donc, proposer un logement d'abord à quelqu'un qui a 3 grammes d'alcoolémie dans le sang, ça ne sert à rien. Peut-être qu'il faut faire en sorte qu'il redescende à 0,50 et qu'on puisse discuter dans un état qui lui permet de retrouver sa compétence. Et donc, pour conclure, à chacun son first. Ça peut être housing first, ça peut être cure first, ça peut être care first, ça peut être working first, ça peut être binding first, c'est-à-dire tenir le lien d'abord. Je vous remercie.